Bienvenue à tout le monde pour ce webinaire co-organisé avec l'Agence parisienne du climat et la ville de Paris pour vous présenter la révision du zonage pluvial qui va s'appliquer à Paris à partir du 1er janvier 2026. Donc on est ensemble jusqu'à 18 h, il me semble. Voilà, accompagné du coup de Laure Fass, Cyril Doiselet et Annette Cochard pour vous présenter tout ça. Du coup, je vous informe que le webinaire est enregistré, mais les caméras et micros des participants sont coupés. Le webinaire sera ensuite publié sur la chaîne YouTube de l'Agence parisienne du climat pour que vous puissiez accéder au replay. Et si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses et Laure et Cyril pourront y répondre. Pour commencer, du coup, on va vous présenter rapidement l'Agence parisienne du climat. Donc nous, on est l'agence locale de l'énergie et du climat de la ville de Paris. Donc c'est dans ce cadre aussi qu'on présente aux professionnels qui travaillent sur la ville les politiques de la ville de Paris. Le cœur d'activité de l'agence parisienne du climat, c'est la rénovation énergétique des copropriétés parisiennes. Donc, on est l'espace France Rénov de la ville de Paris pour accompagner les copropriétaires dans leurs projets de rénovation, de végétalisation, d'énergie renouvelable, etc. Et puis, on mène aussi beaucoup d'actions en lien, du coup, avec les enjeux environnementaux de la ville dense, du bâti et de l'énergie, en matière d'atténuation et aussi d'adaptation au changement climatique. Sur l'adaptation, du coup, on a un dispositif spécifique qui s'appelle Adaptavie. Donc, certains sont ici via ce réseau. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis 2021, qui est soutenu par la ville de Paris, la métropole du Grand Paris et l'ADEME pour accompagner les professionnels et faciliter l'adaptation des villes franciliennes au changement climatique, donc aux canicules, aux fortes précipitations, aux sécheresses, etc. Donc pour ça, on organise des événements tout au long de l'année que les professionnels puissent se rencontrer, qu'ils puissent partager des retours d'expérience, monter en compétences, vous partager des outils et diffuser l'information. Donc on a des visites, des ateliers, des conférences et des webinaires comme aujourd'hui par exemple. Et puis on a un site internet adaptaid.fr sur lequel on publie notamment des fiches solutions. Donc on recense des solutions d'adaptation et des retours d'expérience locaux du coup d'opérations déployées en Île-de-France. Donc, voilà, si vous voulez suivre tous ces événements dont j'ai parlé et puis les publications qu'on a fait et qu'on fera à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et je laisse du coup Annette présenter Coach CoPro. Oui, bonjour à tous. Merci Anna. Du coup, je travaille avec Anna, l'agence parisienne du climat. Je suis chargée des relations avec les professionnels de l'agence et mon rôle est d'animer le réseau de professionnels Coach CoPro. Donc, un petit rappel, Coach CoPro, c'est la plateforme nationale dédiée à l'accompagnement des projets de rénovation énergétique en copropriété. Donc, c'est à la fois une plateforme avec des ressources en accès libre sur le sujet et aussi un outil de travail pour les conseillers de l'agence et des autres espaces France Rénov qui utilisent Coach CoPro pour suivre les projets de rénovation en copropriété. Une des vocations de cette plateforme, ça va être de permettre la mise en relation entre copropriétaires et professionnels. Donc, rattaché à cette plateforme, on a un annuaire de professionnels, juste ici. Donc, l'annuaire Coach CoPro, qui est à l'échelle de la métropole du Grand Paris, qui recense plus de 800 professionnels. Et donc, vous pouvez y retrouver à la fois des architectes, des bureaux d'études, des entreprises de travaux, des sociétés d'ingénierie conseil, donc des AMO. Voilà, on a aussi des professionnels de la végétalisation, des énergies renouvelables. Donc voilà, si vous n'êtes pas affilié, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous intervenez auprès de copropriétés. Et voilà, c'était tout ce qu'on voulait vous dire en introduction. Donc on va donner la parole tout de suite à Laure Fass et Cyril Doiselet. Merci beaucoup Anna, merci Annette. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à ce webinaire d'information sur la révision du zonage pluvial de la ville de Paris. Et on remercie vivement l'Agence parisienne du climat pour son accompagnement et de nous avoir permis d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Alors moi je suis donc Cyril Doiselet, je travaille au service technique de l'eau et de l'assainissement et plus particulièrement au pôle eau dans la ville, qui est le pôle en charge donc de l'animation et du suivi du plan Paris Pluie. Et bonjour à toutes et à tous, Laure Fass, donc responsable du pôle eau dans la ville au service technique de l'eau et de l'assainissement. Alors, ce webinaire va se dérouler en trois parties. Dans un premier temps, on va présenter le contexte et les enjeux de la gestion des eaux pluviales à Paris.
Dans un second temps, on vous présentera le nouveau zonage pluvial parisien, donc qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2026. Et puis, en dernier lieu, on répondra à vos questions. Comme le disait Anna en introduction, les micros, les caméras sont coupés puisque vous êtes assez nombreux et nombreuses, mais vous pouvez poser vos questions par écrit pendant tout le webinaire avec l'onglet questions et réponses qui doit se trouver normalement en bas de votre écran et on répondra donc à l'oral à vos questions à la fin du webinaire. Pour commencer, quel est le contexte? Quels sont les enjeux de la gestion des eaux pluviales à Paris? Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la gestion des eaux pluviales? Et pourquoi est-ce que la ville de Paris s'est dotée d'un zonage pluvial? Alors, il faut savoir qu'à Paris, on est équipé d'un réseau d'assainissement qui est unitaire, c'est-à-dire qu'il va collecter de façon centralisée à la fois les eaux usées et les eaux pluviales dans un même réseau. Donc on a, voilà, on a un réseau qui est visitable avec des collecteurs assez importants pour collecter à la fois les eaux usées et les eaux pluviales sous chacune des rues de Paris. Ce réseau, il est conçu pour acheminer par temps sec les eaux usées vers les stations d'épuration qui sont en aval de Paris et qui, elles, sont gérées par le SIAP. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien par temps sec. Et par temps de pluie, en revanche, il va présenter un certain nombre de problématiques, notamment environnementales, qui font qu'aujourd'hui, ce réseau n'est enfin, ce système de gestion des eaux de pluie n'est plus tout à fait adapté aux enjeux environnementaux actuels. Alors, en premier lieu, on va avoir deux principales problématiques liées au fonctionnement de ce réseau d'assainissement. La première, c'est une problématique de pollution du milieu récepteur, puisque, étant donné qu'on collecte à la fois les eaux usées et les eaux pluviales, on peut avoir, enfin dans le même réseau, on peut avoir, lors de certains épisodes de pluie, des déversements du réseau d'assainissement directement vers le milieu récepteur, donc vers la Seine. Quand le niveau d'eau dépasse un certain seuil dans le réseau d'assainissement, pour éviter la saturation à l'aval ou pour éviter le débordement sur l'espace public, on va avoir des déversements via ce qu'on appelle donc des déversoirs d'orage directement vers la Seine, donc des rejets d'eau usée non traitée mélangés à des eaux pluviales, et donc une pollution du cours d'eau qui entraîne la dégradation de la qualité de l'eau, la dégradation de la qualité écologique du cours d'eau. Ça, c'est une première problématique. La deuxième, c'est une problématique de risque d'inondation, puisque là aussi, pendant des épisodes pluvieux très intenses, on peut observer à certains endroits une saturation du réseau d'assainissement qui ne peut plus collecter la totalité des eaux, et donc on va avoir des phénomènes de ruissellement en surface, avec de l'eau qui peut s'accumuler sur la chaussée, de l'eau qui va s'introduire dans les bouches de métro, dans les sous-sols, etc. C'est ce qu'on peut voir sur les photos de droite et que vous avez sans doute pu voir à plusieurs reprises dans les médias ces dernières années, notamment en été. Donc, face à ces deux principaux enjeux, voilà, on sent qu'il faut faire évoluer notre approche de gestion des eaux pluviales pour limiter ces problématiques-là. Alors, à partir des années 60, 70, 80 en France, il y a des solutions qu'on peut nommer conventionnelles qui ont pu être mises en place. En premier lieu, des solutions de stockage, restitution des eaux de pluie, c'est-à-dire que le principe, c'était de se dire qu'on allait stocker à l'amont les eaux de pluie pour envoyer des débits moins importants vers le réseau d'assainissement et ainsi limiter le risque de saturation, de déversement d'orage et de débordement de ce réseau-là. Ont pu être mis en place ailleurs en France des bassins de rétention à ciel ouvert, comme sur la photo en haut à gauche, ou des bassins de rétention enterrés, comme on le voit en bas à gauche, qui certes peuvent répondre à des problématiques hydrauliques, mais qui ne sont pas des solutions très satisfaisantes. Elles sont très coûteuses en investissement, elles demandent un entretien conséquent, et si elles sont mal entretenues, on peut observer un encrassement, un colmatage et à terme des dysfonctionnements. Donc, c'est des solutions qui voilà, dont la pérennité et l'efficacité à long terme ne sont pas du tout garanties. Et puis, par ailleurs, ce sont des solutions qui ne présentent pas de co-bénéfices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'autres usages. C'est des coûts d'investissement et du foncier consommé uniquement pour assurer une fonction hydraulique sans apporter d'autres bénéfices dans l'aménagement du cadre de vie. Le deuxième type de solution qui a pu être mis en place, notamment par exemple dans le Val-de-Marne, que vous voyez sur la partie droite de l'écran, c'est la mise en place de réseaux séparatifs. C'est-à-dire qu'on s'est dit,
plutôt que de tout mettre dans un même réseau, on pourrait collecter les eaux de pluie qui sont pas très sales, pas très polluées. On pourrait les collecter dans un second réseau pour les envoyer directement vers le milieu récepteur. C'est une solution qui n'est pas non plus très satisfaisante, d'une part parce qu'on a systématiquement des problématiques de mauvais branchement, c'est-à-dire qu'on va avoir des eaux usées rejetées dans les eaux pluviales et inversement. Donc finalement, on va aussi rejeter des eaux usées vers le milieu récepteur. Et puis, il faut savoir que même si les eaux de pluie ne sont pas très polluées, elles contiennent des contaminants, et donc le fait de concentrer la collecte des eaux de pluie dans un réseau, dans tous les cas, ça conduit à une pollution du milieu récepteur, puisqu'on va concentrer ces polluants et les rejeter de façon concentrée dans les cours d'eau. Donc c'est une solution qui est à long terme non plus pas très satisfaisante. Par ailleurs, les effets du changement climatique à Paris sont déjà perceptibles, et donc on a d'autres enjeux auxquels le territoire doit répondre. On peut notamment citer l'enjeu de l'effet d'îlot de chaleur urbain, voilà, la surchauffe en été pendant les épisodes de canicule notamment de l'air ambiant. Donc, ce que vous voyez sur la carte, c'est les températures euh, pendant la canicule de 2003, mais on sait que depuis, on a déjà dépassé ces températures-là à l'occasion d'autres épisodes de canicule. On a également un enjeu de sobriété en eau, c'est-à-dire que la ville de Paris s'est dotée d'un plan de sobriété en eau qui vise à diminuer les prélèvements et la consommation de 10% sur l'eau potable et 20% sur l'eau non potable à l'horizon 2030. Et donc, on a aussi cet enjeu-là auquel il faut répondre. Et puis, dernier enjeu, celui de la biodiversité. Voilà, on sait que la biodiversité décroît en France et à Paris aussi, et donc il faut mettre en place des actions pour soutenir la biodiversité, y compris en milieu urbain. Et donc la gestion des eaux de pluie, elle peut être un levier pour répondre à ces enjeux-là et favoriser l'adaptation au changement climatique du territoire. Pour ça, le plan Paris-Pluie et le zonage pluvial visent à aller vers une démarche de gestion intégrée et de gestion à la source des eaux pluviales, c'est-à-dire une démarche de valorisation des eaux de pluie au plus près de là où elles tombent, de valorisation des eaux de pluie localement à l'échelle de chaque projet d'aménagement. Donc voilà, pour valoriser les eaux de pluie plutôt que de les rejeter vers le réseau d'assainissement et finalement de les traiter comme une contrainte, quelque chose qu'il faut évacuer de l'agglomération. Pour gérer les eaux de pluie à la source, on a principalement trois moyens à notre disposition. Le premier, c'est l'infiltration. Voilà, donc c'est le fait d'aménager des espaces perméables, éventuellement végétalisés, qui vont permettre de stocker temporairement l'eau et ensuite de les infiltrer vers le sol, donc ce qui permet de diminuer les rejets vers le réseau, mais aussi d'alimenter le sol en eau, d'alimenter euh, les ressources souterraines, enfin les nappes phréatiques en eau avec les eaux de pluie. Le deuxième moyen, c'est l'évapotranspiration. Donc là, il s'agit de gérer les eaux de pluie en lien avec le sol et la végétation, et donc de profiter de la capacité d'évapotranspiration des végétaux pour évacuer une partie de l'eau, et en général, il va plutôt s'agir de gérer les pluies courantes de cette manière-là. Et puis le troisième moyen, ça va être la récupération-utilisation, c'est-à-dire le fait de stocker de l'eau temporairement pour ensuite l'utiliser, par exemple, pour l'arrosage des espaces verts, pour l'alimentation des sanitaires ou encore pour le nettoyage des sols. Donc là, ça va nous permettre à la fois de gérer les eaux de pluie de manière à en rejeter moins vers le réseau d'assainissement et en même temps de faire des économies d'eau sur d'autres ressources en eau et notamment l'eau potable. Alors, pour résumer cette partie d'introduction, le zonage pluvial de Paris, il vise donc à répondre à quatre grands enjeux. La réduction des rejets de polluants vers le milieu naturel, donc ce qui contribue à une meilleure qualité de l'eau, au bon état écologique du fleuve et aussi à sa baignabilité. Préserver la ressource en eau dans une optique de sobriété hydrique, donc d'économie globale de ressources en eau, réduire le risque d'inondation par débordement du réseau d'assainissement et favoriser les îlots de fraîcheur et la biodiversité. Tout ça donc en valorisant les eaux de pluie à la source au plus près de là où elles tombent. Alors, je vais laisser la parole à Laure pour vous présenter le nouveau zonage pluvial révisé et, comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation via l'outil questions-réponses. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Et donc maintenant, on va passer donc à la présentation du nouveau zonage pluvial. Alors, déjà, première question, c'est pourquoi avons-nous décidé de réviser le zonage pluvial?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà à Paris un zonage pluvial qui est en vigueur et qui a été approuvé au Conseil de Paris en 2018 et annexé également donc en 2018 au plan local d'urbanisme. Et pourquoi là, en 2025, on s'est dit que c'était important et intéressant de réviser ce zonage pluvial? Il y a deux raisons principales. La première, c'est la mise en cohérence avec d'autres documents réglementaires de rang supérieur. C'est-à-dire que, notamment, depuis 2018, certains documents réglementaires de rang supérieur, en plus, ont évolué. Et pour nous, c'était pas seulement important, mais en plus une obligation de s'assurer qu'on était bien cohérent et compatible et donc cela nécessitait de réviser notre zonage pluvial. Donc parmi ces documents, on va retrouver le SDAGE Seine-Normandie, donc schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux porté par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, et on va également retrouver le SAGE de la Bièvre et le SAGE Marne-Confluence, donc SAGE pour schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Sachant que le SAGE de la Bièvre, lui, a été révisé en mars 2023 et que c'était aussi donc suite à cette révision que nous étions également, nous devions nous mettre en compatibilité, en conformité avec le règlement du SAGE Bièvre qui impose notamment un objectif de gestion à la source de la pluie 10 mm et qui, on verra également, il impose également d'autres objectifs. Également, pourquoi réviser le zonage pluvial? C'est que, en fait, à travers un diagnostic qu'on a réalisé à peu près il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on a donc souhaité interroger un petit peu des gens qui doivent prendre en main et qui doivent appliquer ce zonage pour savoir comment ils se l'appropriaient, comment ils le vivaient, voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui en est ressorti, qui était qu'il n'était pas toujours très clair et très simple à comprendre. Donc, dans le cadre de cette révision, on a souhaité justement bien simplifier et bien clarifier les règles du zonage, et notamment aussi pour en favoriser une meilleure prise en compte dans les projets d'aménagement, favoriser une meilleure prise en compte de la gestion des eaux de pluie pour qu'elle soit le plus possible valorisée. Alors, concrètement, déjà, c'est quoi le contenu d'un zonage? Alors, il faut savoir qu'à Paris, d'ailleurs, on a un zonage qui n'est pas uniquement un zonage pluvial, c'est un zonage, on pourrait dire, un peu double, puisqu'il contient également le zonage d'assainissement des eaux usées. Donc, au sein du zonage, on va retrouver d'abord un règlement, on va y retrouver des cartes associées et on va y retrouver des annexes. Et donc, au sein de ce règlement, il va y avoir deux sections. Une section pour le zonage d'assainissement des eaux usées et une section pour le zonage pluvial. Et de même pour les cartes, il y a une carte pour le zonage d'assainissement des eaux usées et une carte pour le zonage pluvial. À savoir que le zonage d'assainissement des eaux usées n'a pas fait l'objet d'évolution depuis celui qui avait déjà été voté en 2018. En gros, un zonage d'assainissement des eaux usées, ça délimite les zones où on est soit en assainissement non collectif, parce qu'il n'y a pas de réseau d'assainissement à proximité, de réseau de collecte des eaux usées, soit les zones où on est en zone d'assainissement collectif. Il y a un réseau d'eau usée, d'ailleurs en l'occurrence qui est généralement unitaire, donc on oblige les parcelles à se raccorder sur ce réseau lorsque nécessaire. Donc nous, notre zonage n'a pas évolué là-dessus. Donc Paris, c'est une seule zone d'assainissement des eaux usées. Tout est en assainissement collectif. Donc il y a ensuite une deuxième section, donc dans ce règlement, qui est le zonage pluvial, qui a donc fait l'objet d'une révision qu'on va détailler dans la suite de ce webinaire. On a les deux cartes et après, donc, dans les annexes, on va avoir une première annexe qui est une annexe concernant la sensibilité du sous-sol vis-à-vis de la filtration des eaux pluviales qu'on va également détailler. Et il y a également une deuxième annexe qui est une notice justifiant ce zonage d'assainissement des eaux usées et le zonage pluvial, qui est en fait un document un peu obligatoire par rapport à différents articles du Code général des collectivités territoriales, et donc dans lequel on ne rentrera pas dans le détail. Alors, déjà, le premier article qu'on va présenter, c'est donc cet article 2.2 qui présente le champ d'application et ensuite donc la surface de référence du zonage pluvial. Donc en fait, en gros, c'est pour quel projet s'applique le zonage pluvial. Alors, donc ce zonage pluvial, il est opposable car aussi en plus annexé au PLU, et là maintenant au PLU bioclimatique, il est donc opposable au projet donc de construction nouvelle
Voilà, si on construit un nouveau bâtiment. Au projet également donc d'extension, de surélévation, hein. Même si c'est pas un nouveau bâtiment, si on fait une surélévation même de 1 mètre, on est éligible au zonage. Et il est également opposable au projet de restructuration lourde d'une construction existante. Donc ça, c'est plutôt pour le bâti. Il est également opposable au projet d'aménagement ou de réaménagement d'espaces non bâtis. Cela, ça veut dire que si on a un projet d'aménagement d'une cour, par exemple d'une copropriété, eh bien, on peut être éligible au zonage pluvial, alors que potentiellement, on ne va pas avoir de permis de construire à déposer. Alors, ensuite, il va y avoir 2 seuils d'application en fonction de la surface de référence. Et j'expliquerai ensuite comment on calcule cette surface. Mais en gros, c'est la surface qui fait l'objet de travaux. C'est-à-dire que, en fait, tous les projets ne vont pas être éligibles. Si on a un minuscule projet, eh bien, à ce moment-là, il ne va pas être éligible au zonage, il ne fera pas l'instruction de la part de notre service, d'une instruction de la part de notre service, et on ne demande aucune gestion spécifique des eaux de pluie. En revanche, à partir d'un certain seuil, là, les projets qu'on a cités précédemment vont être éligibles au zonage. Pour tout ce qui est domaine public, et bien là, le seuil d'éligibilité est de 1000 m². Ça va concerner les espaces de voirie, ça va concerner les parcs et jardins, voilà, ça va concerner finalement tout ce qu'on considère comme un espace public. Concernant les projets qui sont situés sur une ou plusieurs parcelles cadastrales, cette fois-ci, là, le seuil d'éligibilité au zonage est de 20 m². Donc voilà, donc une copropriété, un bailleur social, une cour d'école également, le patrimoine de bâtiments publics sont également éligibles à ce seuil de 20 m². Donc là, en fait, finalement, pour ceux qui connaissent d'ailleurs déjà le zonage précédent, il n'y a pas vraiment d'évolution sur ces différentes règles et ces différents articles. Je vais maintenant expliquer exactement comment on va calculer cette surface de référence, qu'est-ce qu'elle prend en compte. Donc, la surface de référence, c'est la somme des surfaces qui sont concernées par des travaux ayant une incidence sur le ruissellement des eaux pluviales et ou permettant de valoriser la place de l'eau dans la ville. Bon, la deuxième partie, notamment valoriser la place de l'eau dans la ville, nécessite peut-être quelques explications, mais concrètement, ça inclut donc les surfaces qui vont faire l'objet d'un changement de nivellement. Donc, évidemment, si on change de nivellement, eh ben, on change le sens de ruissellement, et donc voilà, ça a bien une incidence sur le ruissellement des eaux de pluie. Ça va également inclure les surfaces qui font l'objet d'une modification de la structure de voirie ou des cheminements. On considère qu'à ce moment-là, les travaux sont suffisamment importants, sont suffisamment lourds pour intégrer une réflexion sur la valorisation de la place de l'eau dans la ville. Et ça va également prendre en compte les surfaces qui font l'objet d'un changement de la nature ou de la couleur du revêtement. Si on remplace un enrobé par des pavés, si on remplace un revêtement foncé par un revêtement clair, eh bien, il faut compter ces surfaces-là comme dans la surface de référence. Car finalement, en fait, ce changement-là, ça induit quand même un changement d'usage. En fait, on a quand même une réflexion sur les usages qu'il va y avoir aussi sur ces surfaces-là. Et donc, pour nous, ça doit impliquer également une réflexion sur la gestion des eaux de pluie et voir comment on peut les valoriser au travers de cet aménagement. Après, nous sommes quand même réalistes et il y a quand même certains travaux qui ne se sont pas comptés dans la surface de référence, notamment tout ce qui est travaux d'entretien courant. Donc, tout ce qui va être réflexion à l'identique d'un revêtement existant, mais sans modification de structure ni de nivellement, n'est pas compté. Si on rebouche des nids de poules dans notre cour, évidemment, ou si on refait juste la couche de roulement, ça ne rentre pas dans le calcul de la surface de référence. Tout ce qui concerne les toitures, si on est sur une reprise d'étanchéité de la toiture sans modification du type de couverture ni du volume, donc hors surélévation, si on est juste sur une reprise de l'étanchéité, ce n'est pas comptabilisé dans la surface de référence. Mais je rappelle, les surélévations, même si en fait à la fin on garde le même type de revêtement, pour le coup, on a bien un changement de volume et ça, c'est bien éligible au zonage pluvial. Alors, bon, maintenant qu'on sait si on est éligible ou pas, c'est quoi les règles qui s'appliquent à mon projet d'aménagement? Alors, d'abord, à savoir, l'objectif optimal sur tout le territoire parisien, c'est la gestion à la source de la pluie décennale, donc de la pluie forte.
Pour avoir un ordre de grandeur, à Paris, une pluie décennale, c'est 48 mm en 4 heures. Il y a plein de types de pluies décennales, mais voilà, ça donne quand même un bon ordre de grandeur, 48 mm en 4 heures. Ça, c'est l'objectif optimal. Il faut essayer de gérer cette pluie-là à la source, donc soit en infiltration, soit en évapotranspiration, en utilisant également de la récupération-utilisation. Évidemment, en revanche, on a bien conscience que, vu voilà, le contexte parisien et sa complexité, ça peut parfois être un peu compliqué. Donc, ensuite, on a vraiment défini ces objectifs minimums, qui sont, donc d'abord, dans Paris intramuros, donc dans la zone bleue, une gestion à la source de la pluie 10 mm, des pluies courantes de 10 mm. C'est-à-dire que jusqu'à une pluie 10 mm, sur la surface de référence, sur la surface de mon projet, il n'y a aucune goutte d'eau de pluie qui doit rejoindre le réseau d'assainissement. La pluie doit s'infiltrer, s'évapotranspirer et ou être récupérée, utilisée. Également, donc ça c'est pour Paris intramuros, on a défini d'autres objectifs sur les bois, le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Donc là, c'est la zone verte, où là, on impose une gestion à la source de la pluie décennale et une interdiction de rejet direct au réseau d'assainissement. Donc voilà, comme il y a beaucoup plus d'opportunités de gestion des eaux de pluie dans les bois, eh bien, on a mis des objectifs plus ambitieux, aucun rejet. Également, donc là on revient un petit peu dans Paris intramuros, va se superposer à la zone bleue de gestion à la source de la pluie 10 mm, une zone hachurée qu'on voit au nord-est de Paris et un petit peu au sud. Alors dans cette zone, en fait, nous on sait que c'est un endroit où notre réseau d'assainissement, il est sensible à des mises en charge, il est déjà un petit peu saturé. Dans le nord-est, principalement, parce qu'il va aller se rejeter dans des collecteurs en aval de Paris qui eux-mêmes sont déjà bien chargés, donc on a un peu de mal à mettre la pluie dedans, on va dire. Et dans le sud de Paris, là en fait d'ailleurs on retrouve l'ancien lit de la Bièvre, donc, qui est un ancien Talweg, donc un point bas, et donc un endroit qui est plus souvent sensible à des mises en charge. Et donc sachant cela, on a défini des objectifs qui vont se superposer à la gestion à la source de la pluie 10 mm pour des opérations de plus grande ampleur. La zone hachurée, donc ce qui impose un stockage-restitution de la pluie décennale, mais uniquement pour les projets qui ont une surface de référence supérieure à 2500 m². Donc voilà, et donc stockage-restitution, on a toujours cet objectif optimal de gérer à la source, par exemple en infiltration, mais parfois avec un sous-sol sensible, on est obligé de faire du stockage-restitution, et là on autorise un débit de rejet à 10 litres par seconde par hectare au réseau d'assainissement. Également, sur cette carte, on voit deux zones qui correspondent au périmètre de Paris qui interceptent des SAGE, donc schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Donc en violet, on va retrouver le SAGE de la Bièvre. Donc, le SAGE de la Bièvre, lui, s'applique pour un terrain d'assiette qui va être supérieur à 1000 m². Donc voilà, le mot terrain d'assiette, c'est ce qui est utilisé dans le règlement du SAGE Bièvre. Disons que ça va correspondre à la surface de référence. Pas toujours exactement le cas, mais généralement, voilà, on s'y retrouve quand même assez bien. Donc, pour un projet dont le terrain d'assiette est supérieur à 1000 m², en plus de devoir respecter le zonage pluvial, il faut respecter le SAGE Bièvre. Ils sont cohérents. Le SAGE Bièvre va imposer une gestion à la source de la pluie 10 mm. Nous aussi. Mais en plus, le SAGE Bièvre, lui, il va également imposer une gestion à ciel ouvert de la pluie décennale. Le plus possible en infiltration, et si impossibilité tout infiltrer, ils autorisent par dérogation un rejet à débit régulé à 10 litres secondes par hectare. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du règlement du SAGE Bièvre, vous pouvez aller le consulter sur le site du syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre pour avoir plus d'éléments et plus d'exhaustivité. Et également, donc le territoire parisien intercepte le SAGE Marne-Confluence, donc délimité en rose sur cette carte. Et lui, il va s'appliquer plutôt pour des assez gros projets qui vont être soumis à dossier loi sur l'eau. Donc on va plutôt être sur des projets qui sont supérieurs à 1 hectare. Donc voilà, on a en réalité, c'est assez peu de projets qui vont être éligibles, on va dire, au SAGE Marne-Confluence pour l'instant. Alors, sachant que voilà, maintenant on a bien expliqué toutes les différentes règles principales de gestion à la source ou de stockage-restitution qui s'appliquent dans Paris, il faut savoir que voilà, on a bien conscience de certaines particularités, on va dire, du territoire parisien. Il y a donc un article qui va cadrer, en fait, ce qu'on a appelé les dispositions particulières, donc qui va cadrer les conditions de dérogation. En gros, dans cet article,
on va expliquer quelles sont les justifications que l'on va pouvoir accepter par rapport à la non-atteinte des objectifs définis dans le zonage pluvial. Par exemple, ça va nous permettre de justifier sur certains projets que, alors que j'ai une surface de référence de 1000 m² et que je dois gérer à la source une pluie de 10 mm, et ben moi, je vais être en capacité que de gérer une surface de 800 m², par exemple. Et je vais expliquer pourquoi il y a 200 m² que je n'arrive pas à gérer et qui sont rejetés directement au réseau d'assainissement. Dans les justifications, on va retrouver d'abord l'impossibilité parfois qui va être liée à la préservation du patrimoine architectural. Donc là, on va parler notamment de prescriptions liées aux architectes des bâtiments de France. À savoir que nous, service technique de l'eau et de l'assainissement, service instructeur, on peut vous demander d'avoir une justification, d'avoir un écrit. Donc ça peut être un échange de mails, ça peut être un compte-rendu de réunion, ça peut être un courrier officiel des APF, mais on peut vous le demander. Également, dans les justifications possibles, il y a la sensibilité avérée du sous-sol. On verra après un peu en plus en détail l'annexe 1 du zonage qui concerne la sensibilité de l'infiltration. Voilà. Si il y a, par exemple, donc un bureau d'études géotechniques qui exprime avec carottage à l'appui, enfin voilà, avec études à l'appui, que une infiltration concentrée des eaux de pluie peut être problématique par rapport à la stabilité du sol et du sous-sol, eh bien, on peut accepter cette justification. J'y reviendrai un peu plus en détail. Également, comme justification possible, la présence d'infrastructures ou de réseaux enterrés incompatibles avec l'infiltration des eaux pluviales. Sur l'espace public, on va souvent retrouver le cas avec les ouvrages de la RATP. Il y a certains ouvrages qui sont un peu plus sensibles à des infiltrations et la RATP va dire je préfère qu'on n'infiltre pas trop au-dessus de mes ouvrages et à ce moment-là, il va falloir qu'on gère la pluie un petit peu à côté de l'ouvrage. Également, une autre justification possible, ça va être la préservation des arbres existants. Généralement, de toute façon, c'est plus derrière des techniques de mise en œuvre, de construction qui vont assurer cette préservation. Mais évidemment, si il faudrait décaisser de 1 mètre un espace vert existant où il y a un arbre pour pouvoir y envoyer naturellement les eaux dans cet espace vert, on va préférer préserver l'arbre existant et trouver une autre possibilité de gestion des eaux de pluie via la désimperméabilisation ou autre, par exemple. Et évidemment, c'est parfaitement cohérent. Il faut préserver les arbres existants. Et puis, dernière justification, c'est donc l'absence de solutions techniques pouvant être mises en œuvre dans des conditions économiques ou d'exploitation soutenables. En réalité, c'est toujours possible, techniquement, de gérer une pluie de 10 mm. Après, évidemment, nous, on sera vigilants à que ça ne se transforme pas un peu en une usine à gaz, on va dire. Si on se retrouve à devoir mettre des dispositifs qui vont être extrêmement coûteux ou qui vont nécessiter énormément d'entretien et qu'il y a peut-être une solution un peu plus pérenne, un peu plus, on va dire, low-tech et qui gère un petit peu moins de pluie, c'est des arguments qu'on peut entendre. Et à ce moment-là, au cas par cas, après analyse du projet, on peut potentiellement accepter de gérer une surface donc un peu plus petite que celle de la surface de référence. Évidemment, tout cela, c'est toujours sous réserve de ne pas augmenter les volumes d'eau rejetés au réseau d'assainissement. On n'acceptera jamais un projet qui augmente les volumes d'eau rejetés, qui dégrade la situation, qui imperméabilise, en tout cas, dont la gestion des eaux pluviales est moins bonne à l'état futur qu'à l'état actuel. Alors, petit focus sur la sensibilité du sous-sol à l'infiltration et donc cette carte qui est en annexe 1 du zonage pluvial. C'est une carte qui existe déjà, qui est déjà annexée au zonage. Les couleurs ont un petit peu changé, mais c'est vraiment exactement la même qu'avant. Simplement, par contre, ce qu'on y a ajouté, c'est cette annexe 1B qui est un document avec des préconisations associées à chacune des différentes zones. Après, ça reste des préconisations, ce ne sont pas des prescriptions. Donc nous, on peut aussi toujours s'autoriser à dire, OK, là, vous êtes par exemple dans une zone de gypse antéludien, sachant que le gypse, c'est potentiellement une roche qui peut être sensible à des infiltrations. Donc là, ça va être la zone hachurée rouge. Mais c'est quand même une zone, on va dire, c'est de la grosse patatoïde. Nous, on peut dire, nous, on veut que sur ce projet, il y ait des études de sol spécifiques
pour être vraiment sûr qu'il y ait du gypse à tel endroit et s'assurer qu'en plus, est-ce que c'est pas une couche de gypse qui de toute façon est déjà extrêmement profonde, qui est déjà noyée dans la nappe, et donc en fait, on pourrait quand même infiltrer de manière concentrée dans cette zone-là. Donc voilà, cette carte donne bien des orientations, des préconisations, mais il ne s'agit absolument pas de prescription. Et donc voilà, pour aller voir un tout petit peu les différentes zones qu'on va y retrouver, on va y retrouver donc cette zone de gypse antéludien, donc cette roche qui peut parfois donc être sensible à des arrivées d'eau, généralement un peu massives, hein. Quand on va avoir des désordres, ça va être aussi beaucoup lié à des ruptures de canalisation sous pression ou des choses comme ça. Voilà, un peu plus. Aujourd'hui, voilà, on a rarement recensé des problématiques liées à une infiltration diffuse. Ça n'empêche pas qu'il faut évidemment être vigilant et chaque projet se regarde au cas par cas. On va également retrouver une zone de gypse ludien, ça c'est un aplat un peu plus orangé, et où il y a également parfois à certains endroits des anciennes carrières de gypse. Donc le gypse ludien est un peu moins profond que le gypse antéludien, hein, donc voilà, petite grande vigilance également sur cette zone-là. En jaune, on va retrouver des anciennes carrières plutôt de calcaire. Donc là, voilà, là, il y a des cartes très précises hein, sur les anciennes carrières. Donc, on sait exactement déjà si on est vraiment au-dessus d'une carrière, si elle a été consolidée, ou si, au contraire, on est au-dessus d'un ancien puits de service qui est vraiment une zone où il faut être extrêmement vigilant à quelconque infiltration. En pointillé violet, on va retrouver des zones de mauvais remblai, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle mauvais remblai, c'est que les hauteurs de remblai vont être potentiellement supérieures à 3 mètres d'épaisseur. Et comme le remblai, on ne sait jamais très bien ce qu'il y a dedans ou comment ça a été compacté, on préfère faire aussi un petit peu attention pour éviter que rajouter beaucoup de pluie dedans puisse créer voilà, du ravinement ou des cheminements d'eau préférentiels. Donc à ce moment-là, voilà, il est fortement préconisé aussi d'aller faire des études de sol spécifiques, déjà pour vraiment estimer cette épaisseur de remblai. Peut-être que voilà, hein, c'est vraiment aussi un peu de la patatoïde, hein, c'est pas au millimètre près hein, cette carte. Donc c'est vraiment bien important d'aller faire des études adaptées à chaque fois lorsque nécessaire. Donc, quantifier les épaisseurs de remblai et également parfois aussi ça peut être avoir des études sur sa compacité, etc., etc. Et finalement, on va retrouver donc, deux autres dernières zones, donc une zone verte avec potentiellement donc une zone argileuse où on va potentiellement retrouver de l'argile, une certaine épaisseur avec une certaine profondeur. Voilà. Après, c'est toujours à remettre dans son contexte. Si l'argile est suffisamment profond, s'il n'est pas notamment si épais que ça, il n'y aura pas notamment de problématiques, notamment liées à des retraits gonflements. S'il est peu profond, à voir également quel est le ratio de concentration à adapter par rapport à la perméabilité, mais on n'est pas non plus sur un no-go hein, par rapport à l'infiltration. Simplement, il faut adapter le projet correctement. Et dernière zone, c'est la zone avec les tiretés bleues, zone de dépression de nappe, qui n'appelle pas de préconisation particulière. Simplement, quand on a des niveaux de sous-sol importants ou quand il y a des ouvrages RATP assez profonds, ça peut être des zones où il y a des pompages pour avoir des rabattements de nappe, ce qui génère des eaux d'exor, mais qui n'a pas obligatoirement d'incidence, qui n'a pas d'incidence, nous, sur les préconisations liées à la gestion des eaux de pluie. Alors, quelques cas particuliers qui ont fait l'objet d'articles spécifiques. L'article 2.3.4, donc lié aux grosses opérations d'aménagement. On va retrouver par exemple notamment tout ce qui va être ZAC ou des grosses opérations de gros lotissements. Voilà, en tout cas sur ces opérations qui sont vraiment voilà, des périmètres, on va dire, très généreux, nous, on s'autorise, hein, Ville de Paris, à fixer, si on le souhaite, des prescriptions plus ambitieuses que celles prévues par le zonage pluvial. Donc on invite hein, les porteurs de ces gros projets d'aménagement. En vrai, on va retrouver notamment des porteurs de la ville de Paris comme la direction de l'urbanisme. Peut-être parfois on va retrouver aussi nos bailleurs sociaux. Mais voilà, on invite vraiment les porteurs de projets à ce moment-là à nous solliciter puisque on pourrait prescrire des objectifs plus ambitieux. C'est le cas, par exemple, de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement, qui, lors de sa création, voilà, le STEA, Service technique de l'eau et de l'assainissement, donc nous, on a été sollicité et on a donné des objectifs de gestion d'une pluie décennale, alors que sur cet endroit-là, réglementairement, c'était une gestion de la pluie courante qui s'imposait. Également, il y a un article sur la mutualisation. En gros, hein, l'idée, c'est de se dire que la pluie, qu'elle tombe sur une parcelle privée ou publique, qu'elle tombe chez le voisin A ou le voisin B, en soi, ça veut dire qu'elle s'en fiche un petit peu, et que si c'est cohérent dans le projet d'aménagement de mutualiser la gestion des eaux de pluie, donc par exemple, ça peut être que une parcelle publique gère des eaux de pluie d'une parcelle privée, eh bien, on souhaite ouvrir cette porte
Évidemment, à ce moment-là, il faut impliquer les services concernés, notamment les services gestionnaires, pour que tout le monde donne bien son accord et définir aussi bien les modalités de conception et les modalités de gestion. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe également sur l'exemple de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, où les lots privés, en grande majorité, vont gérer leur pluie courante, mais la pluie décennale des lots privés, elle, va être gérée sur les espaces publics. Dans ces deux cas, donc, il faut bien nous solliciter le plus en amont possible et aussi, surtout, on demande bien un schéma global de gestion des eaux de pluie. Évidemment, si la gestion des eaux de pluie de la parcelle A est gérée sur la parcelle B, nous, avoir juste ce qui se passe sur la parcelle A, ça ne nous suffit pas. Il nous faut bien un schéma de gestion global. Également, un article, donc l'article 2.6, sur tout ce qui va concerner les rejets dans les eaux superficielles. Alors, l'idée quand même du Paris Pluie, donc l'idée du zonage pluvial, c'est bien d'essayer de retrouver, tant qu'on peut à Paris, un cycle plus naturel de l'eau de pluie. C'est-à-dire, enfin de l'eau d'ailleurs en général, c'est-à-dire que, voilà, en fait, la pluie avant, quand elle tombait à proximité de la Seine, et au bout d'un moment, elle allait assez vite rejoindre la Seine, elle n'allait pas rejoindre un réseau d'assainissement pour être envoyée vers Achères, à plusieurs kilomètres en aval de Paris. Et donc voilà, c'est ça qu'on a souhaité mettre en avant et promouvoir dans cet article. Donc en gros, en cas de proximité avec la Seine ou un canal, on souhaite privilégier un rejet vers les eaux superficielles plutôt que vers le réseau d'assainissement. En revanche, évidemment, on l'a encadré, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut s'assurer de la compatibilité du rejet avec les objectifs de bon état des masses d'eau et également, évidemment, avec les objectifs de baignabilité, de qualité liée aux eaux de baignade. Maintenant, on se baigne dans pas mal d'endroits, aussi bien dans la Seine que dans le canal pendant l'été. Alors, pour assurer cette compatibilité, ça peut être tout simplement de mettre en œuvre un espace tampon qui serait végétalisé. Donc on a un espace vert faiblement décaissé et les eaux de pluie vont d'abord transiter dans cet espace vert avant de pouvoir surverser vers la Seine ou vers le canal. Et comme ça, en fait, l'espace vert, il va pouvoir assurer finalement, en fait, une gestion des petites pluies, notamment, voilà, de pouvoir assurer une sorte de traitement des éventuelles pollutions qu'on pourrait retrouver dans les eaux de ruissellement, même si voilà, on sait très bien qu'en gérant l'eau de pluie au plus près de là où elle tombe, il y a quand même aussi pas peu de pollutions qui vont être charriées. Évidemment, ça, ce sont des projets et des dispositifs qui vont être soumis à validation des différentes autorités concernées. On va retrouver le service des canaux pour le canal Saint-Martin et le canal de l'Ourcq, les services de l'État donc avec la DRIEAD potentiellement. On peut également retrouver Voies navigables de France ou Aropa Port selon les cas. Alors, également un article où on a imposé donc des prescriptions complémentaires relatives à la conception de certains dispositifs. Donc tout ça, c'est vraiment dans l'optique d'assurer la pérennité des dispositifs de gestion des eaux pluviales. Et donc ces différents retours d'expérience à Paris, mais pas que, on a été regarder aussi les retours d'expérience d'autres collectivités qui nous ont amenés à mettre en œuvre ces prescriptions complémentaires. Donc tout d'abord, on va retrouver des prescriptions liées au stockage enterré pour la pluie décennale. Comme ça avait été dit en introduction par mon collègue Cyril Doiselet, disons que le stockage enterré, voilà, on a vu ses limites quand même, après en avoir mis beaucoup en œuvre sur certains territoires dans les années 50, 60, 70, et on ne souhaite pas que ce soit généralisé. Ça ne veut pas dire que, par exemple, parfois, au cas par cas, ça n'a pas du sens. Je pense que tout le monde a bien en tête la création, par exemple, du bassin d'Austerlitz par la ville de Paris, notamment pour assurer la mise en œuvre des Jeux Olympiques et de la baignabilité. En revanche, on ne souhaite pas qu'il y ait vraiment un déploiement généralisé de tous ces stockages enterrés, avoir plein de petits stockages enterrés par-ci par-là, qui n'apportent, comme on l'a vu, aucun co-bénéfice, mais par contre qui peuvent être vraiment, qui peuvent générer assez fortement de nombreux désordres. Donc c'est simple, ces stockages enterrés pour la pluie décennale, ils sont interdits en dehors de la zone assurée. On rappelle bien que l'objectif optimal, même en dehors de la zone assurée, c'est bien une gestion à la source de la pluie décennale. Ça veut dire qu'il faut stocker temporairement la pluie décennale, mais si on le fait, on veut que ce soit bien fait, et donc on veut que ce soit fait à ciel ouvert. Pour tout ce qui est en zone assurée, ce sera au cas par cas. Parfois, en effet, donc évidemment, selon la sensibilité mise en charge du réseau et selon les différentes opportunités, ça peut être autorisé, mais ce sera vraiment soumis à notre autorisation, projet par projet. On essaye toujours au maximum de les éviter.
Également, un autre dispositif qui est complètement interdit, ce sont les structures alvéolaires ultralégères enterrées. C'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Voilà, aujourd'hui, nous, c'est des dispositifs, en tout cas, nous, Ville de Paris, on a beaucoup de difficultés à entretenir, à visiter et à curer. Donc, on ne souhaite absolument pas les généraliser sur notre territoire, que ce soit d'ailleurs en domaine public qu'en domaine privé. Donc, ils sont tout simplement interdits. Je tiens à préciser que cela ne concerne pas les stockages en nid d'abeilles des toitures végétalisées. Une toiture végétalisée peut avoir un complexe stockant en nid d'abeilles. Là, on parle bien de tout ce qui va être structure alvéolaire ultralégère enterrée, telle qu'on le voit sur la photo à droite. Également interdit, mais ça donc c'est très cohérent avec l'interdiction de toute façon des stockages enterrés pour la pluie décennale, ce sont les pompes de relevage pour la vidange des pluies fortes. On ne souhaite pas mettre en place ces dispositifs qui ont de relativement fortes chances de dysfonctionner. Il faut que ce soit au maximum avec un fonctionnement gravitaire. Donc ça, c'est interdit. Également, l'interdiction de tout ce qui va être trop-plein enterré, notamment pour tout ce qui va être stockage des pluies fortes. S'il y a un dispositif de surverse, il faut qu'il soit visible. Alors, je précise que cela ne concerne pas les cuves pour la récupération-utilisation. Cela concerne bien des dispositifs enterrés, notamment mis en œuvre de manière très exceptionnelle, comme on l'a compris, pour notamment des pluies fortes. Mais c'est vrai que voilà, le problème, c'est que nous, on souhaite vraiment que si jamais il y a un dysfonctionnement, eh bien que la surverse soit visible, puisque comme ça, on sait tout de suite qu'il y a, notamment principalement, ça peut être une obstruction du rejet à débit régulé, et comme ça, on va pouvoir intervenir. Alors que sinon, s'il y a un trop-plein non visible, l'ouvrage va dysfonctionner pendant des années, et personne ne le saura jamais. Et dernier dispositif qui est interdit, ce sont les séparateurs à hydrocarbures. Alors évidemment, c'est pas partout, mais par exemple sur un parking, on sait que ce sont des dispositifs qui ne servent pas à grand-chose, voire qui vont causer plus de problèmes qu'autre chose. En revanche, ce sont des dispositifs qui sont acceptés sur des stations-service ou des dépôts de carburant. Mais voilà, de manière générale, sinon, hormis certains sites particuliers, ce sont des dispositifs qu'on n'autorise pas. Alors, je continue avec la procédure de la demande d'AVEP. Alors, qu'est-ce que c'est que la demande d'AVEP? En fait, la demande d'AVEP, donc demande d'approbation d'un projet de valorisation des eaux pluviales, c'est ce qui remplace l'actuel AREP, autorisation de rejet des eaux pluviales, pour ceux qui sont déjà familiers avec ce formulaire et cette demande. Alors, à savoir que le nom change, le format change, la forme change, mais en réalité, pas d'inquiétude, le contenu en lui-même change relativement peu. On l'a mis à jour évidemment pour qu'il soit cohérent avec le nouveau zonage pluvial, et ensuite on a surtout essayé de faire évoluer le formulaire par rapport à ce qu'on a pu observer avec le remplissage du formulaire précédent, qui souvent, notamment lors du premier remplissage, était souvent mal rempli. Donc voilà, on a essayé de le faire évoluer pour qu'il soit plus lisible et plus compréhensible dès une première lecture et sans qu'il y ait obligatoirement besoin d'explications supplémentaires à ce que contient déjà seulement le document. Donc, il faut, pour nous faire une demande d'approbation d'un projet de valorisation des eaux pluviales, il faut nous envoyer d'abord le formulaire qu'on a remis à jour signé, et il y a également des documents à joindre à cette demande. On va retrouver un plan de situation, le plan masse de l'existant, le plan masse du projet, le plan des réseaux d'assainissement. Ça, c'était déjà tout ça des documents qui étaient déjà demandés dans l'arrêt actuel. On va également demander les plans des bassins versants et des surfaces projetées. Évidemment, si nous, on ne sait pas dans quel sens coule l'eau, ou si on ne sait pas les types de revêtements qui sont mis en œuvre, on va avoir beaucoup de difficultés pour inscrire le projet et pour savoir si les eaux pluviales ont été bien valorisées. Et on demande également une notice de gestion des eaux pluviales, pour bien nous prouver et nous expliquer comment ça fonctionne et avoir des calculs qui nous disent en effet, là, j'ai une bonne capacité pour pouvoir infiltrer suffisamment ma pluie sur ce bassin versant, etc., etc. Et ensuite, il y a donc deux possibilités. Donc, soit on a bien rempli ce formulaire, on a tous les documents à joindre qui sont prêts, notre plan des bassins versants. Généralement, on va dire qu'on est à peu près au stade de l'AVP. Et donc là, on nous envoie directement à l'adresse mail générique Paris Pluie
paris.fr tous ces éléments, comme ça nous on peut instruire le projet et ensuite délivrer cet arrêté d'approbation d'un projet de valorisation des eaux de pluie, soit ça peut être sinon intégré directement au dossier de permis de construire ou de permis d'aménager s'il y a lieu. Il y a un délai de 2 mois de la part du service instructeur pour traiter la demande, et donc une fois voilà, que ça a été traité et qu'on considère que le projet est conforme évidemment, on vous délivre cette AVEP, cette approbation. Évidemment, hein, à savoir que cette demande d'approbation d'un projet de valorisation des eaux pluviales est obligatoire pour tout projet auquel le zonage est opposable. À savoir hein, que s'il y a eu un dépôt, une demande en amont du dépôt du permis de construire via cette adresse mail paris.fr de la VEP et qui a été traitée par nos services, ensuite, une fois que vous allez déposer le permis de construire, il faut bien remettre tous les éléments, la demande d'AVEP comme notre retour, dans les pièces du PC. Également, si jamais il y a une évolution qui est significative hein, du projet d'aménagement et notamment du projet de gestion des eaux de pluie, sollicitez-nous pour savoir si une demande d'AVEP modificative est nécessaire. Si on juge que les modifications sont relativement anecdotiques, on pourra garder l'AVEP précédente. Si les évolutions sont trop importantes, il faudra nous redéposer une nouvelle AVEP. Alors, juste un petit focus sur quelques parties du formulaire d'AVEP qu'on a remis à jour. Un premier focus sur le tableau qui présente le bilan des surfaces. Alors là, j'ai mis le tableau qui présente le bilan des surfaces après projet. Évidemment, il y a également exactement le même tableau pour avoir le bilan des surfaces avant projet. C'est vraiment important de le remplir le mieux possible. On sait que ce n'est pas toujours évident, mais pour nous, c'est vraiment une donnée extrêmement importante pour l'instruction et qui, aujourd'hui, on le remarque, n'est pas systématiquement remplie. Alors, à savoir que ce bilan des surfaces, il va comprendre évidemment nos surfaces de référence, mais il intègre également les surfaces qui vont être en dehors de la surface de référence, mais qui peuvent être interceptées par le projet. Je m'explique peut-être avec un petit exemple. Mettons que sur un projet d'aménagement, je refais toute une cour, mais je ne touche pas au bâtiment ni à la toiture qui est juste à côté. En revanche, je profite du réaménagement de ma cour pour déconnecter la gouttière du bâtiment d'à côté et envoyer les eaux de ruissellement de la toiture dans un espace, dans un jardin de pluie situé dans ma cour. Eh bien, évidemment, dans ce tableau, on intégrera la surface de toiture qui aura été gérée et donc renvoyée vers ce jardin de pluie. Alors, rapidement, je vais quand même détailler les différents types de surfaces qu'on retrouve dans le tableau. Donc là, on a un premier bloc de surface, on va dire, qui va concerner toutes les surfaces qui vont être gérées, hein, donc les surfaces dont la plus courante n'est pas renvoyée vers le réseau d'assainissement. Petit aparté d'ailleurs, hein, parce que je ne sais pas si vous avez noté que je n'ai jamais parlé d'ailleurs du terme, j'ai jamais mentionné le terme abattement au cours de cette présentation. Évidemment, gérer à la source, hein, c'est complètement similaire au terme abattement. Simplement, voilà, on a souhaité pour des questions aussi, pour privilégier, disons, la notion de valorisation des eaux de pluie, utiliser des termes qui nous semblaient, on va dire, porter un peu mieux cette idée de valorisation. Et donc, on va privilégier le terme de gestion à la source, mais ça veut dire exactement la même chose que le terme abattement. Donc, quand on demande une gestion à la source de la pluie 10 mm, c'est exactement comme si on demandait un abattement de la pluie 10 mm. Donc, je reviens à la gestion à la source et aux différents types de surfaces. On va retrouver donc d'abord tout ce qui va être espace végétalisé en pleine terre. Ensuite, on va retrouver tout ce qui va être espace qui va être végétalisé mais ne permet pas de l'infiltration. Donc, les espaces végétalisés sur dalles ou étanches, ainsi que les toitures végétalisées. Puis, on va retrouver tout ce qui va être revêtement perméable et semi-perméable. Et enfin, on va retrouver dans ce premier bloc tout ce qui est surface qui reste imperméable, mais qui sont renvoyées vers un dispositif de gestion à la source ou bien vers une cuve de récupération-utilisation et qui, donc, surfaces qui, pour les plus courantes, ne seront pas rejetées au réseau d'assainissement et seront donc gérées. Et ensuite, on va retrouver toutes les surfaces qui ne sont pas gérées en gris, avec une toiture imperméable ou les revêtements de sol imperméables, mais qui sont bien renvoyés directement à l'égout. Voilà. Et également un petit focus sur tout ce qui va être les dispositifs de gestion des eaux de pluie. Donc on a bien précisé les différents types de dispositifs. Donc par exemple, on va retrouver dans les solutions fondées sur la nature tout ce qui va être jardin de pluie, par exemple un jardin de pluie en pleine terre,
Et on va également retrouver tout ce qui va être les surfaces perméables ou semi-perméables dans un autre bloc, avec tout ce qui va être revêtement perméable, donc là par exemple un béton poreux, un enrobé drainant, mais on va également retrouver la notion d'espace vert. Donc si on a désimperméabilisé via de la végétalisation, voilà, si on végétalise toute notre cour, par exemple, en fait, on a créé un espace vert partout, et donc on coche espace vert. En revanche, si on a créé un espace vert et que dans cet espace vert-là, ça nous permet de récupérer des eaux d'une surface imperméable, c'est là où arrive la notion de jardin de pluie qui est juste au-dessus. Et donc à ce moment-là, on coche jardin de pluie. Un jardin de pluie, tout simplement, c'est donc un espace vert qui va donc être légèrement décaissé et qui va récupérer les eaux de ruissellement issues d'autres surfaces. Si on coche espace vert, ça veut dire que là, c'est juste un espace vert qui ne récupère rien d'autre que l'eau de ruissellement qui lui tombe directement dessus. Alors, donc, ce nouveau zonage pluvial, il entre en vigueur le 1er janvier 2026. Ça veut dire qu'il voilà, toutes les demandes d'AVEP à partir du 1er janvier, à partir du 1er janvier 2026, il faudra nous envoyer à chaque fois des demandes d'AVEP et non plus des demandes d'AREP. Et il va s'appliquer à toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date. Tout là, le règlement actuel, mais surtout le règlement futur du zonage pluvial avec les annexes, sont disponibles sur paris.fr, sur la page Paris Pluie de paris.fr. Si vous allez sur un moteur de recherche quelconque et que vous tapez Paris Pluie en un seul mot, généralement c'est le premier lien qui sort, et là-dessus, vous retrouvez les différents documents de ce nouveau règlement de zonage pluvial. Également, nous sommes en train de finaliser la mise à jour de différents outils d'accompagnement. Aujourd'hui, il existe déjà un guide d'accompagnement pour la mise en œuvre du zonage, qu'évidemment, on est en train de refaire et qui va donc sortir début 2026 et qui sera également disponible en ligne. Et on est également en train de finaliser un modèle de notes de calcul. Certains parfois utilisent déjà un fichier Excel qui avait été plus ou moins transmis suivant des différentes périodes. Ce fichier est amené à évoluer et il sera également disponible sur paris.fr. Il y aura également un modèle de notice de gestion des eaux pluviales. Rien n'est imposé, vous pouvez utiliser vos propres notes de calcul si vous en avez dans les différents bureaux d'études ou votre notice type de gestion des eaux pluviales. C'est simplement des outils mis à disposition pour accompagner et qui seront donc sur Internet, sur cette page paris.fr dont on retrouve l'adresse ici. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la phase de questions-réponses. Attends, je vais couper le micro, Cyril. Alors, merci Laure, et merci à toutes et tous pour vos questions qui sont assez nombreuses, donc on va tâcher d'y répondre. Alors, premièrement, vous avez été plusieurs à demander si le diaporama serait diffusé. Donc, effectivement, l'Agence parisienne du climat pourra diffuser le diaporama à la liste des personnes inscrites après le webinaire, pardon. Je vois qu'il y a à la fois des questions dans le chat et dans l'outil questions-réponses. Donc, si vous avez des questions qui viennent en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses pour qu'on les voit bien. On a tout d'abord plusieurs questions qui concernent la surface de référence ou le champ d'application du zonage pluvial. Alors, une question concernant le changement de couleur de revêtement. La question, c'était pourquoi est-ce que le changement de couleur de revêtement est inclus dans la surface de référence? Eh bien, on considère que s'il y a un changement de couleur de revêtement, on est en dehors du cadre d'une opération d'entretien courant d'un aménagement qui existe déjà. On transforme un aménagement, on fait un nouvel aménagement. Parfois, il y a un changement d'usage de l'espace qui accompagne ce changement de couleur de revêtement. Et donc voilà, c'est un projet d'aménagement dans lequel on doit intégrer une réflexion sur la gestion des eaux pluviales pour voir si on a des opportunités de valoriser les eaux pluviales au sein du projet. Donc c'est pour ça que le changement de couleur de revêtement est inclus dans la surface de référence. Ensuite, on a une deuxième question qui concerne la rénovation d'immeubles existants. Donc déjà, pour préciser le champ d'application, la définition de la surface de référence, la surface de l'immeuble va bien rentrer dans la surface de référence si on a une extension, une surélévation, une restructuration lourde d'une construction existante. Et les cas où on rénove une toiture à l'état existant, où on rénove l'étanchéité d'une toiture sans changer
ni le volume, ni le type de toiture ne rentrent pas dans la surface de référence. Donc dans ce cas-là, voilà, si les travaux consistent uniquement à une réfection de la toiture, le projet n'est pas éligible au zonage pluvial. Et la question portait plus spécifiquement sur l'isolation par l'extérieur des toitures. Donc, si on isole la toiture par l'extérieur, mais qu'on ne change pas le volume de façon significative de l'immeuble et qu'on ne change pas le type de toiture, eh bien, on considère que voilà, on ne change pas on change pas le volume et la nature de la toiture, donc ça ne rentre pas non plus dans la surface de référence. Et puis il y avait une troisième question sur le sujet du champ d'application. La question était de savoir si, en cas de séparation des eaux usées et des eaux pluviales dans un bâtiment ancien, le zonage pluvial était applicable. Si les travaux ne concernent uniquement, enfin si en fait c'est des travaux de plomberie, on va juste changer le circuit des eaux pluviales et le circuit des eaux usées, ça ne rentre pas dans le champ d'application du zonage pluvial. Alors voilà pour ces questions sur le champ d'application. Ensuite, on avait des questions sur la gestion des pluies courantes. Alors une première qui était de savoir en combien de temps devait être gérée la pluie courante de 10 mm. Donc c'est vrai que ça n'a pas été précisé. Cette pluie de 10 mm, elle doit être gérée en 24 heures. Ça, c'est quelque chose qui est écrit dans le règlement du zonage pluvial révisé. Et par contre, je précise que pour la pluie décennale, dans les zones où elle doit être gérée à la source, là, il n'y a pas de durée de vidange maximale imposée par le règlement du zonage pluvial. Ensuite, on a des questions sur le calcul, la gestion à la source des pluies courantes en fonction des revêtements perméables. Alors, donc déjà, oui, un revêtement perméable, enfin la mise en place d'un revêtement perméable peut répondre à l'objectif du zonage pluvial de gérer à la source les pluies courantes. Donc, par exemple, si on en met un enrobé drainant avec en dessous une structure perméable, eh bien, ça peut répondre à l'objectif de gérer à la source une pluie de 10 mm. Maintenant, tous les types de revêtements, évidemment, ne vont pas répondre à cet objectif de gérer à la source 10 mm. Par exemple, un pavé à joint enherbé, il va diminuer un petit peu le ruissellement, mais il ne va pas permettre de gérer directement une pluie de 10 mm. Et donc quelqu'un demandait comment est-ce qu'on calculait cette gestion à la source avec les revêtements perméables. Donc comme le disait Laure à la fin de la présentation, en plus des documents réglementaires du zonage pluvial, il y a un guide d'accompagnement qui va bientôt être mis à disposition, donc en début d'année 2026, et également une note de calcul. Et donc dans ces documents-là, vous aurez des éléments, il y a des méthodes de calcul notamment qui seront présentées avec des coefficients de ruissellement type qui sont proposés par type de revêtement que vous pourrez utiliser pour calculer les volumes de pluie courante à gérer. C'est des choses que vous retrouverez également dans la note de calcul. J'en profite pour préciser que l'utilisation de cette note de calcul ou des méthodes de calcul qui seront présentées dans le guide n'ont pas du tout de caractère réglementaire ou obligatoire. Voilà, chaque bureau d'études peut aussi utiliser les méthodes qu'il a l'habitude d'utiliser. Ensuite, on nous demande si il n'y a plus d'objectif en pourcentage de gestion des pluies courantes et si donc il faut gérer 100% de la pluie de 10 mm sur un projet d'aménagement. Et donc oui, c'est bien ça. Donc effectivement, pour celles et ceux qui connaissaient l'ancien zonage pluvial, enfin le zonage actuel, il y avait donc cette règle du pourcentage où, selon les zones, on pouvait gérer la pluie courante sur une partie du projet d'aménagement. Et donc effectivement, ça n'existe plus dans le zonage pluvial révisé. L'objectif, c'est bien de gérer 10 mm sur 100% de la surface de référence. Puisque l'objectif de la révision du zonage pluvial, hein, c'est aussi de faire en sorte que on atteigne enfin qu'on ait des projets plus vertueux qui atteignent autant que possible cet objectif de gérer à la source les pluies courantes. Et c'est d'ailleurs, enfin cette évolution, elle est aussi liée à une mise en cohérence du zonage pluvial parisien avec le SDAGE Seine-Normandie, avec les SAGE Marne-Confluence et le SAGE de la Bièvre. Voilà, donc l'objectif, ce sera bien de gérer 10 mm sur 100% de la surface de référence. Par contre, on vous a présenté les dispositions particulières. Il y a des cas de figure où c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, si c'est justifié, eh bien, au moment de l'instruction, il pourra être accepté que cet objectif-là ne soit pas atteint pour toutes les surfaces du projet. Alors, toujours sur la gestion des pluies courantes, on a une question concernant l'évapotranspiration. Comment est-ce qu'on prend en compte l'évapotranspiration dans le dimensionnement pour la gestion à la source des pluies courantes?
Donc là aussi, je vous renvoie au prochain guide d'accompagnement, et d'ailleurs, ça existe aussi dans le guide d'accompagnement actuel, où vous trouverez une correspondance qui est proposée entre l'épaisseur de substrat d'un espace végétalisé et la lame d'eau qui peut y être gérée à la source en 24 heures. Voilà, donc par exemple, on va faire le lien entre le fait de 12 cm de mémoire, 12 centimètres d'épaisseur de substrat, ça permet de gérer une pluie de 8 millimètres. Je suis plus certain du chiffre à l'instant présent, mais voilà, vous retrouverez tout ça dans le guide. Et bien sûr, voilà, on sait que c'est des valeurs qui vont varier en fonction des conditions météo, en fonction de la saturation préalable du substrat, etc. Mais on estime que globalement, voilà, une certaine épaisseur de substrat peut répondre à la gestion à la source d'une certaine lame d'eau en moyenne. Et à ce jour, c'est sur ces éléments-là qu'on s'appuie aussi pour l'instruction des dossiers. Pour la pluie décennale, bien sûr, c'est plus compliqué et dans l'état actuel des connaissances, en général, on ne tient pas compte de l'évapotranspiration dans le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales. Alors ensuite, on avait une question sur les dispositions particulières, donc les conditions dans lesquelles on peut déroger aux objectifs du zonage pluvial. Il était demandé si les exceptions prévues étaient aussi acceptées par le SAGE de la Bièvre. Alors évidemment, elles ne sont pas formalisées exactement de la même manière, mais dans le règlement du SAGE, il est indiqué qu'il peut être dérogé, après validation par les services instructeurs, au principe de zéro rejet, si des difficultés ou impossibilités techniques le justifient. Et donc, on va trouver dans les cas de figure désignés comme exemple la perméabilité des sols, les risques liés aux couches géologiques, les règles de protection des espaces urbains au titre du patrimoine. Donc vous voyez qu'on retrouve un peu les mêmes cas de figure. En revanche, le SAGE-BIEF ne permet pas de déroger à la règle de gestion à la source de 10 millimètres, c'est-à-dire qu'il permet de déroger à la gestion en zéro rejet de la pluie décennale, mais dans ce cas-là, il impose quand même qu'on gère 10 millimètres au sein du projet, ce qui veut dire qu'il faut vraiment maximiser les dispositifs qui vont permettre l'évapotranspiration ou la récupération-utilisation. Alors ensuite, on avait des questions concernant l'infiltration des eaux pluviales. Donc notamment, est-ce que l'infiltration dans les zones d'anciennes carrières ne peuvent pas porter préjudice à la stabilité du sous-sol? Donc voilà, il y a la carte de sensibilité du sous-sol vis-à-vis de l'infiltration qui vous a été présentée avec donc ces préconisations que vous allez retrouver dans l'annexe 1B du zonage pluvial pour les zones concernées. Mais comme ça a été dit, après, on est bien sur une logique d'évaluer au cas par cas la faisabilité d'infiltrer les eaux pluviales de manière concentrée en fonction de l'état local du sous-sol. Voilà, donc il n'y a pas a priori comment dire, il n'y a pas de systématisme sur cette question-là, c'est bien au cas par cas qu'on regarde ce sujet-là. Il y avait également une question concernant l'instruction de la faisabilité d'infiltrer dans ces zones-là. Donc effectivement, c'est important de préciser que ce n'est pas le service technique de l'eau et de l'assainissement qui va juger de la possibilité d'infiltrer les eaux pluviales de manière concentrée sur un site en particulier. C'est bien aux études de sol à l'échelle locale, pardon, de montrer s'il y a des restrictions à l'infiltration des eaux de pluie en raison du contexte du sous-sol. Et donc en fait, ce que dit le zonage pluvial, c'est bien que voilà, il peut être accepté que l'objectif de gestion des eaux pluviales à la source ne soit pas atteint s'il est avéré qu'il y a un risque pour le sous-sol. En revanche, le service technique de l'eau et de l'assainissement, lui, ne va pas expertiser le contexte géologique et géotechnique du terrain pour évaluer la faisabilité d'infiltrer les eaux pluviales. Alors, je termine avec les questions qui avaient déjà été posées pendant la présentation, mais j'ai vu qu'il y en a de nouvelles qui étaient arrivées en cours de route. Alors, il y avait une question sur les bonus. Est-ce qu'il y a des bonus pour les projets qui font mieux que le zonage pluvial? Alors, dans le zonage pluvial, c'est pas prévu. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans le plan local d'urbanisme, en fait, vous avez un mécanisme de valorisation des externalités positives des projets d'aménagement et de construction. Donc, si vous voulez regarder plus précisément, c'est l'article UG8 du plan local d'urbanisme bioclimatique. Et donc, notamment, donc, il y a plusieurs critères et pour chaque projet, il faut choisir les critères de valorisation des externalités positives.
Et donc, vous allez en avoir certains qui concernent l'aménagement des espaces libres. Grosso modo, plus vous faites d'espaces de pleine terre, plus c'est valorisé. Il y a aussi un critère sur la végétalisation du bâti et il y a un critère sur l'utilisation des eaux de pluie. Donc, voilà, ce principe-là peut être valorisé dans le PLUB. Et puis, bah, évidemment, les projets qui sont très vertueux sur la gestion des eaux pluviales, ils sont aussi éligibles à des dispositifs d'aide financière comme Coproasis et d'Agence de l'eau. Euh, alors, il y avait également une question sur le risque avec la définition de la surface de référence de finalement décourager des travaux de désimperméabilisation avec une crainte de lourdeur administrative et de manque de compétences. Donc la question disait, puisqu'on exclut les projets identiques, enfin les réfections à l'identique de la surface de référence, est-ce qu'on risque pas de décourager les travaux consistant à désimperméabiliser? Donc là-dessus, bon, évidemment, c'est un sujet qui pourrait être un sujet de débat, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, si les travaux consistent à désimperméabiliser, la demande d'AVEP, en principe, elle est assez simple, puisqu'il suffit de remplir le formulaire et d'expliquer qu'on va désimperméabiliser et donc améliorer la situation. Euh, voilà, il n'y a pas forcément besoin de produire des documents et des études complexes pour justifier, dans ce cas-là, le respect du zonage pluvial par le projet. Donc, je pense que on peut peut-être pas parler de lourdeur administrative de ce point de vue-là, et au contraire, si on faisait rentrer tous les projets de réflexion à l'identique dans le processus de la demande d'AVEP, pour le coup, ce serait une forme de lourdeur administrative qui serait pas forcément souhaitable. Et sur la crainte du manque de compétences des copropriétés et des acteurs qui les accompagnent, etc., bon, il faut aussi savoir que nous, on est là pour accompagner. Puis il y a aussi le dispositif CoproASIS. En fait, voilà, il y a des ressources à disposition pour accompagner les copropriétés dans ce type de projet-là et pour le mener à bien et éviter les difficultés. Et puis là aussi, bah, évidemment, le dispositif CoproASIS, qui est quand même un dispositif d'incitation à ces travaux de désimperméabilisation. Et les subventions de l'Agence de l'eau, pardon. Alors, je vais essayer de prendre maintenant les questions qui sont arrivées pendant que je répondais déjà à vos premières questions. Il y en a un petit paquet qui sont arrivés entre-temps. Alors, dans le cadre du formulaire d'AVEP, à quel dispositif correspondrait des bacs de stockage sous massif planté, sur toiture ou sur dalle? Alors, c'est pas forcément une question à laquelle il est évident de répondre là d'emblée. S'il s'agit de stockage vraiment sous une couche de substrat, ça peut peut-être correspondre à un complexe de toiture végétalisée, par exemple. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Oui, sinon, je sais pas si c'était une autre idée. Moi, j'étais en train de reprendre par rapport, pardon, hop, au formulaire et au tableau qu'on a présenté. C'est vrai que c'est un peu du cas par cas, mais en tout cas, on est sur un espace vert. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bah, sinon, je vais relayer. Mais c'est vrai que ça pourrait rentrer dans la case espace vert. Espace vert étanche, effectivement. Merci Laure. Et puis après, évidemment, le formulaire d'AVEP ne prend pas forcément en compte de façon très exhaustive tous les cas de figure possibles, mais il y a toujours la possibilité, dans la notice de gestion des eaux pluviales qui accompagne la demande d'AVEP, d'apporter des précisions. Si jamais vous ne retrouvez pas exactement la bonne case, bon, bah, d'apporter dans la notice, voilà, j'ai coché ça, mais en fait, le dispositif, concrètement, c'est ça. Ouais, ça peut être, on peut apporter des précisions. Alors, une étude visant à avoir une vision globale sur les potentialités de déconnexion portant sur l'existant a-t-elle été réalisée en vue d'inciter cela dans le cadre de divers projets? Alors, il y a eu une étude de l'APUR il y a quelques années maintenant, je crois, qui identifiait le potentiel de déconnexion à l'échelle parisienne. Voilà, maintenant, l'idée, c'est, avec le zonage pluvial, c'est bien que cette démarche-là, elle soit appliquée dans tous les projets, quelle que soit leur localisation, quel que soit leur état initial. Il faut vraiment intégrer la démarche de valorisation des eaux pluviales à tous les projets. Donc finalement, voilà, quel que soit le résultat d'une telle étude, qui par ailleurs peut être assez difficile à mener et à concrétiser, c'est des démarches qu'il faut intégrer systématiquement. Question suivante, existe-t-il des subventions possibles? Donc oui, effectivement, il y a le dispositif
CoproASIS qui permet d'apporter des financements aux projets de végétalisation et de désimperméabilisation des connexions des eaux pluviales des copropriétés, donc qui est porté par l'Agence parisienne du climat, avec des financements de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Pardon, excusez-moi, je corrige, avec des financements de la ville de Paris. Et par ailleurs, pour certains projets, il y a également des subventions qui peuvent être accordées par l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour tous les travaux de désimperméabilisation et de gestion à la source des eaux pluviales. Donc là, je vous incite à vous rendre sur le site de l'Agence de l'eau pour avoir plus de précisions à ce sujet. Il y a également des dispositifs de subvention de la région Île-de-France qui existent, qui peuvent s'appliquer à certains cas de figure. Alors, est-ce qu'une surverse sur un réseau public est considérée comme invisible et donc interdite, même si elle se fait dans un regard visitable? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, cette question des trop-pleins et des surverses n'est pas forcément complètement évidente. Ce qui est interdit par le zonage pluvial révisé, c'est ce qu'on appelle le trop-plein enterré, c'est-à-dire un tuyau enterré, donc qui part d'un ouvrage enterré pour aller directement vers un autre réseau enterré. Ça, c'est un système dans lequel on ne voit pas du tout l'écoulement de l'eau à aucun moment. Et donc, si à un moment on a un dysfonctionnement parce que le tuyau est colmaté, en fait, on ne va pas s'en apercevoir jusqu'à ce qu'il y ait un débordement non contrôlé, jusqu'à ce qu'il y ait un dysfonctionnement grave, en fait. Donc, ce qui est autorisé, par contre, c'est une surverse visible, c'est-à-dire que lorsque le dispositif de gestion des eaux pluviales atteint sa pleine capacité, on a un débordement de l'eau par la surface et donc un cheminement d'eau qui va permettre l'écoulement de l'eau en surface et de façon visible jusqu'à un exutoire. Par contre, évidemment, l'eau, elle va pas forcément pouvoir rejoindre l'espace public uniquement à ciel ouvert, notamment quand on a un immeuble à l'alignement de la rue, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire. Mais en fait, on peut avoir un écoulement de l'eau en surface qui va rejoindre un regard à grille, un avaloir, qui lui sera raccordé au réseau d'assainissement public. Ça, c'est quelque chose qui est autorisé. Ensuite, on a une question sur le sage de la Bièvre. Quelles sont les contraintes et objectifs de la zone sage de la Bièvre? Donc là, je précise qu'il s'agit bien d'un document qui est un autre document, il ne s'agit pas du zonage pluvial. Cette zone-là, elle est représentée sur la carte simplement pour renvoyer justement au règlement du sage de la Bièvre. Et donc, il y a deux objectifs dans le sage de la Bièvre pour les projets dont le terrain d'assiette est supérieur à 1000 m². Gérer à la source les pluies courantes de 10 mm et gérer en zéro rejet une pluie d'occurrence décennale à ciel ouvert. Le sage-bièvre interdit a priori les ouvrages de rétention enterrés. Et ensuite, comme dans le zonage pluvial parisien, il y a des cas de figure dans lesquels on peut adapter ces objectifs-là en fonction des contraintes du projet. Et le sage-bièvre précise également le besoin de anticiper les pluies exceptionnelles. Donc, je crois que c'est la pluie centenale qui ne veut pas dire du tout qu'il faut gérer et stocker la pluie centenale sur sa parcelle. Simplement, il demande que soit étudié ce qui se passe, en fait, lorsqu'il y aurait une pluie centenale. Donc, quelles sont les zones où il y aurait quelques points bas intermédiaires, des débordements et une accumulation d'eau, ou quels sont les endroits où l'eau surverserait vers l'extérieur de la parcelle. Parce que justement, en gros, c'est quoi les points bas sur les abords de la parcelle, quoi, finalement. Alors, on a une question ensuite sur la perte d'efficacité d'infiltration des revêtements perméables et comment est-ce qu'on la prend en compte dans les calculs de gestion des eaux pluviales à la source. Alors, on ne prend pas vraiment en compte cette perte d'efficacité. On considère quand même que si on met vraiment en œuvre un revêtement perméable type enrobé perméable, béton drainant, ce genre de choses, avec en dessous une structure drainante, une structure perméable, et qu'on ne concentre pas, ou alors très très peu, les eaux pluviales sur cette surface-là, c'est-à-dire qu'on a une surface qui récupère uniquement les eaux pluviales qu'elle reçoit directement du ciel. Voilà, on n'est pas censé avoir une perte d'efficacité suffisamment grave qui remette en question la gestion à la source des 10 premiers millimètres de pluie. Normalement, c'est des revêtements qui ont une perméabilité très forte au moment où on la met en œuvre. Par contre, il faut que ces revêtements soient mis en œuvre correctement et qu'il y ait quand même un minimum d'entretien préventif, notamment le fait de ramasser les feuilles mortes en automne et de ne pas les laisser se décomposer sur le revêtement.
Mais si ces conditions-là sont réunies, normalement, on a des revêtements qui, sur le moyen terme, permettent toujours d'assurer la gestion à la pluie courante, à la gestion à la source, pardon, des pluies courantes. Ensuite, une question concernant la récupération-utilisation des eaux de pluie. Quels sont les éléments à fournir pour démontrer l'efficacité en termes de l'abattement? Si seul l'arrosage est effectué, l'installation n'aura aucun impact positif 8 mois de l'année. Donc effectivement, il faut pouvoir apporter des éléments pour montrer qu'il y a quand même une cohérence entre les eaux pluviales enfin, les apports en eau de pluie, les volumes qu'on récupère sur l'année, et les besoins auxquels on va répondre avec cette récupération. Et donc effectivement, si le seul usage c'est l'arrosage, on sait que la plupart du temps, on ne va pas utiliser l'eau pour l'arrosage. Donc ça, c'est des choses effectivement qu'il faut euh, expliciter dans la notice de gestion des eaux pluviales jointe à la demande d'AVEP. Par contre, pour l'instant, on n'a pas précisément cadré les éléments qu'on attendait voilà, de façon très stricte. Mais l'important, c'est qu'on puisse comprendre que le dispositif va quand même fonctionner la plupart du temps et permettre cette gestion à la source la plupart du temps. Donc, c'est vrai que finalement, on va avoir besoin, au moins, hein, évidemment, de la surface qui va être interceptée et renvoyée vers la cuve. On a évidemment besoin de connaître la capacité de la cuve et on a besoin d'avoir une estimation des usages. Donc, voilà, hein, suivant, voilà, ça va être pour des sanitaires, pour du lavage des sols ou pour de l'arrosage. Après, évidemment qu'on a bien conscience que pour l'arrosage, on ne va pas réussir à gérer en déconnexion au réseau les petites pluies tout au long de l'année. Après, si on comprend que de toute façon, une récupération-utilisation, par exemple pour des sanitaires qui, eux, ont des usages beaucoup plus réguliers hein, et qui assurent l'atteinte des objectifs, n'est pas possible, on souhaite quand même privilégier que, enfin, voilà, que vous mettiez en œuvre une cuve pour de l'arrosage plutôt que rien du tout, et ce sera pris en compte évidemment dans l'instruction. Alors, j'espère que tout le monde a bien entendu les compléments de Laure. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous signer dans le chat. Il reste quelques questions dans le chat, justement. Alors, notamment, quelqu'un qui nous demande de réexpliquer le seuil de 2500 m² de surface de référence. Ça tombe bien, c'est la diapo qu'on a à l'écran. Donc ça concerne uniquement la zone assurée, celle où il y a un objectif d'avoir un stockage-restitution de la pluie décennale. Cette règle-là de stockage-restitution de la pluie décennale, elle ne s'applique que pour les projets dont la surface de référence est supérieure ou égale à 2500 m². Pour les autres projets, c'est uniquement l'objectif de la zone bleue, donc la gestion à la source de 10 mm, qui s'applique. Et pour les projets avec une surface de référence de plus de 2500 m², c'est les deux objectifs qui s'appliquent, gestion à la source de 10 mm et stockage-restitution de la pluie décennale. Alors, je vois aussi pour les personnes que ça intéresse que Anna Blouet de l'APC a mis le lien vers le dispositif CoProASIS dans le chat. Merci Anna. Alors, en cas de très faible perméabilité du sol sur un projet, est-ce que cela rentre dans les cas de dérogation possibles? Alors, on considère que l'infiltration, c'est pas le seul moyen de gérer à la source les eaux de pluie. On l'a dit, hein, il y a bien 3 modes de gestion, l'infiltration, l'évapotranspiration et la récupération-utilisation. Et donc, si on a une faible perméabilité, il faut aussi rechercher les solutions d'évapotranspiration et de récupération-utilisation. Et il y a aussi une question de concentration des eaux pluviales, c'est-à-dire que si on a une faible perméabilité, il faut adapter la conception du projet à cette perméabilité-là et donc moins concentrer les eaux de pluie pour avoir une plus grande surface d'infiltration par rapport à la surface qu'on récupère. Donc non, ça rentre pas vraiment dans les cas de dérogation. Après, si vraiment il y a une impossibilité complète, alors notamment sur de l'existant qu'on réadapte, si vraiment en fait on montre que évapotranspirer ce serait pas non plus possible et récupérer utiliser ce serait pas non plus possible pour des raisons vraiment justifiées, bon bah dans ce cas-là il peut y avoir une adaptation des objectifs. Mais la faible perméabilité n'est pas une raison suffisante pour déroger aux objectifs du zonage pluvial. Et puis dernière question, comment avez-vous coordonné avec le service des carrières et pouvons-nous les contacter pour toute information? Donc oui, effectivement, hein, la carte que vous avez vue de sensibilité du sous-sol vis-à-vis de l'infiltration et le document de préconisation associé, c'est bien un travail conjoint avec
avec l'inspection générale des carrières qui a été menée. Et alors, je ne saurais pas exactement vous indiquer par quel biais il faut contacter l'IGC dans le cadre d'un projet, mais effectivement, il y a quand même une sorte de guichet pour pouvoir contacter l'IGC et obtenir des informations avant de réaliser un projet d'aménagement. En recherchant sur Internet, ça se trouve. Oui, il y a une page sur paris.fr qui concerne les carrières et l'inspection générale des carrières, donc vous pouvez trouver sur cette page-là les informations nécessaires et le contact. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des questions qui avaient été posées. Et il est presque 18h30, d'ailleurs je vois qu'on a perdu pas mal de monde en ligne. Donc je pense qu'il est temps de vous remercier pour votre participation et toutes les questions posées. Donc on espère que ce webinaire vous aura permis de bien comprendre la révision du zonage pluvial. Et si nécessaire, évidemment, n'hésitez pas à nous recontacter, notamment via l'adresse parispuits@paris.fr qui est à votre disposition. Merci beaucoup. Et puis, comme ça a été dit, du coup, on vous enverra les présentations par mail et puis vous pourrez retrouver le webinaire en replay sur la chaîne YouTube de l'Agence parisienne du climat.